Bonjour tout le monde. Avec vous aujourd'hui, Iyad Jacoubi, ingénieur avant-vente senior pour la France et l'Afrique francophone. Et aujourd'hui, pour ce webinaire, on va parler de Hyper-V, les meilleures pratiques et les nouveautés que propose Vim pour l'hyperviseur Hyper-V et la protection de données des machines virtuelles sur Hyper-V. Donc, pour commencer, déjà, donc le programme. Donc, on va voir ensemble comment élaborer une stratégie de protection des données qui fonctionne vraiment, comment et quelles sont les meilleures pratiques et observations qu'on peut utiliser et mettre en place pour Hyper-V avec Vim, et comment protéger les workloads Hyper-V avec Vim, backup et réplication. Donc, pour commencer, on va parler déjà de la première étape quand on va commencer à mettre en place notre stratégie de backup, c'est d'élaborer cette stratégie de protection des données en fonction de celle-ci. Donc, première chose, déjà qu'on connaît tous, qui est répétée par tous les professionnels de backup, notamment nous. Parfait. Euh, donc, pour protéger, donc, comme on a dit, euh, nos données, on a une règle qui est la règle des 3 de 1. Donc la règle des 3 de 1 est très simple. Donc c'est pour avoir une résilience au niveau de nos sauvegardes, c'est 3 copies sur 2 médias différents dont une est externe. Et Vim a ajouté le 1 et le 0. Le 1 qui représente une copie qui doit être isolée physiquement, donc immuable, et 0 qui représente les 0 erreurs lors des tests des sauvegardes. Donc 3 copies de vos données, très simple. Donc vous avez votre première copie qui est sur votre stockage de production, première sauvegarde sur disque local par exemple, et une deuxième copie sur un site externe, que ce soit sur un disque ou sur différents médias, on va voir ensemble ultérieurement. Mais c'est ça en fait la première règle, 3 copies minimum. Donc le stockage de sauvegarde, il est aussi sujet à défaillance. C'est pour ça qu'on va créer une deuxième copie sur un deuxième type de stockage pour minimiser les risques de défaillance. Donc un calcul très rapide qu'on va voir ensemble, quoi, estimant que pardon, la probabilité de crash d'un stockage, par exemple, est à 1 sur 100. Donc on va avoir première copie sur un disque de backup, donc on va multiplier les deux, donc on va avoir un risque de défaillance qui est de 1 sur 10 000. Avec un autre stockage, avec la même estimation basique, on va avoir un risque de 1 sur 1 million. Donc le calcul est très simple, comme ça vous voyez que plus vous aurez de copies de vos données sur différents stockages variés, plus la probabilité devient moindre pour une défaillance. Donc, deuxième point qu'on a énuméré, c'est les types de support, le 2. Le 2, ça représente donc deux types de supports différents. Qu'est-ce qu'on peut définir par type de support? Déjà, donc le premier type de support que vous connaissez tous, c'est le disque. Donc, le disque, que ce soit de production ou bien du disque SAN ou NAS ou du SSD ou donc peu importe comme disque. Deuxième chose, c'est les appliances de déduplication. Donc, une appliance de déduplication, c'est considéré comme un autre média différent du disque, puisqu'il utilise un autre protocole pour s'y connecter. Le stockage sur le cloud public, donc stockage objet, puisqu'il est isolé aussi, et il est répliqué sur différentes régions, et notamment les bandes aussi, donc tout ce qui est bande ou VTL. Donc ça représente un support tierce. Donc troisième point de notre règle, c'est la copie hors site. Donc ça, c'est évident. En cas de crash du site principal, on aura une copie prête sur le deuxième site à partir de laquelle on pourra restaurer et redéployer notre infrastructure de production le temps de la reprise d'activité. Donc là, on vient parler des points spécifiques à Vim. Donc le 1 et le 0, les points qui sont récemment ajoutés. Donc pour le 1, on a dit que c'est une copie hors ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, avec ce qui se passe avec les ransomware, on est bien plus susceptible avec les failles
être proie à une attaque ransomware. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va supprimer les fichiers de backup, les crypter. Ça va se propager sur le réseau. Et la solution pour ça, donc, comme on a dit, c'est par exemple, on peut utiliser les bandes, les externaliser totalement, faire des stockages externes vers des librairies ou vers des armoires, par exemple, les isoler du réseau pour qu'elles ne soient pas formatées. Ou bien on aura aussi la possibilité d'utiliser du cloud public. Cloud public avec les options d'immuabilité pour protéger le fichier pendant une durée spécifique de temps. Comme ça, il ne peut ni être supprimé, ni être modifié. Donc ça existe, comme on a dit, avec les stockages S3 compatibles avec la fonctionnalité pardon, d'immuabilité qui peut être activée euh, sur les repositories Vim du stockage objet. Et notamment avec la V11 qui vient de sortir, on a le repository Linux immuable. C'est un repository local, Linux Ubuntu, que vous pourrez déployer donc chez vous en premise et qui va isoler les sauvegardes et les mettre sous avec l'option activée de l'immuabilité qui va permettre de protéger ces fichiers pendant la durée qu'on a dit déterminée sans être modifiés. Et le zéro erreur, donc le dernier, ça va être la vérification et les tests des sauvegardes avec notre fonctionnalité donc Sure Backup qui va pouvoir vous aider à programmer la vérification de vos sauvegardes. Ça veut dire que ça va utiliser le Virtual Lab de Vim, ça va déployer les machines virtuelles à partir des fichiers de backup sur la production, tester les machines, donc démarrer les machines, les enregistrer sur les hyperviseurs, sur les hyperviseurs Hyper-V, et ensuite tester les applications grâce à des scripts soit prédéfinis, soit à définir par l'utilisateur selon l'application. Donc ça, c'est les règles de protection, comme on a dit. Donc je vais les répéter. 3, 2, 1, 3 copies, 2 médias différents dont une est externe, avec le 1 et le 0. Donc 1, backup protégé et 0, erreur. Donc là, on va aborder le deuxième sujet, c'est la protection et sécurité dans Hyper-V. Donc ça va être bref, on va parler un peu d'Hyper-V. Donc pour ceux qui connaissent ou la plupart de vous connaissez déjà Microsoft, utilisez soit Microsoft Windows Server ou autre. Donc Hyper-V, c'est un rôle qui vient avec la suite Microsoft Windows Server. Donc Hyper-V, c'est facile à utiliser. Donc, puisque c'est une interface Windows user-friendly, c'est interfaçable avec PowerShell pour les automatisations. Le licensing n'est pas cher, donc il est directement, comme on a dit, disponible avec les versions de Microsoft Windows que vous avez déjà ou que vous allez acquérir. Et puis c'est puissant et ça s'améliore rapidement avec donc les retours de clients qui sont nombreux. Donc on a la possibilité d'améliorer les fonctionnalités très rapidement pour Hyper-V, comme on peut voir, donc comme on a pu le voir avec les différentes versions Hyper-V de 2008 à 2019. Donc il y avait beaucoup d'améliorations au niveau des snapshots, au niveau des performances et au niveau des intégrations avec les différents OS des machines virtuelles. Donc, en règle de sécurité, qu'est-ce qui est le plus important pour Hyper-V? Donc, pour Hyper-V, pour Vim déjà, donc Vim pour Hyper-V utilise directement les API et les requêtes WMI pour communiquer avec l'infrastructure et pour lancer les sauvegardes. Donc, pas d'agent installé. C'est pour ça que la mise à jour au niveau des sécurités, au niveau des patchs aussi est très importante. Mais reste à savoir et à noter que pour faire la mise à jour, donc il faut faire les tests. Vous pourrez le tester notamment sur un environnement isolé avant d'implémenter sur votre hyperviseur de production, puisque ça pourra présenter des failles de sécurité ou autre. Donc ça, c'est une règle à utiliser. Par exemple, si vous êtes utilisateur Vim, avant d'implémenter une, donc une mise à jour, vous pourrez
lancer la sauvegarde de votre Hyper-V. Donc ensuite, faire des tests sur un environnement isolé. Si tout se passe bien, vous implémentez en production. Aussi, donner donc des contrôles spécifiques avec des crédentials et des comptes avec des granularités au niveau des permissions pour minimiser le maximum les possibilités d'attaque via les comptes des utilisateurs et administrateurs. Un autre point par rapport à la sécurité, donc comme on voit ici, donc la sauvegarde ou la réplica constituent eux-mêmes des sources potentielles de vulnérabilité. Donc ça c'est clair. Donc il faut s'assurer de la sécurité physique des serveurs cibles. Donc si on va parler de réplication, donc là on sera obligé de sécuriser déjà l'hyperviseur source, l'hyperviseur de destination et le réseau pour protéger le flux qui transate entre les différents nœuds de hyperviseur. Limiter l'accès des utilisateurs aux sauvegardes et aux réplicas, c'est très important. L'admin du backup, donc le compte admin backup doit être dédié à l'équipe administrateur et après pour les tâches de restauration, de configuration de certains jobs, là, on pourra utiliser le airbag, donc role-based console avec la Enterprise Manager de Vim qui permet de faire de la délégation de droits. Comme ça, on pourra donner des scopes limités à certaines VM pour faire certaines restaurations ou autres. Et dernier point très important, si vous allez faire de la réplication du backup, surtout à travers le WAN, il est très conseillé d'activer le chiffrement, donc le cryptage des données. C'est une fonctionnalité qui est disponible dans les jobs Vim pour le backup et pour la réplication pour crypter les fichiers en mode bloc et du coup protéger votre sauvegarde pendant qu'elle transate sur le WAN. Et puis, point très important qu'on a abordé, c'est l'immuabilité. L'immuabilité, cette nouvelle fonctionnalité qui vient avec la version 11 pour les repositories Linux, vous permet de figer votre sauvegarde pour qu'elle ne soit plus modifiable ou qu'elle ne peut pas être supprimée. Comme ça, vous la configurez sur ce repository, vous indiquez, comme vous pouvez voir ici, l'option de mettre ces fichiers de sauvegarde en mode immuable pendant cette période-là. Pendant 30 jours, on ne pourra ni supprimer ni modifier ce fichier de backup. Et cette fonctionnalité s'applique aux GFS. Les GFS, c'est les full d'archives. Donc, c'est les sauvegardes complètes d'archives du grandfather, father, son, d'un grand-père, père et fils. Donc, c'est des sauvegardes complètes hebdomadaires, annuelles ou mensuelles. Protection de workload Hyper-V avec Vim, backup et réplication. Donc là, on va parler plus de ce que peut faire Vim pour Vim, backup et réplication. Pour Hyper-V, pardon. Donc déjà, quand on parle de la sauvegarde, donc juste quelques mots par rapport à cette sauvegarde, c'est que Vim fait une sauvegarde sans agent des machines Hyper-V. Donc ça fait une sauvegarde qui se base sur les snapshots natives Hyper-V. Donc ça utilise aussi les snapshots au niveau des hôtes Hyper-V eux-mêmes, snapshot shadow copy au niveau des volumes. Et ensuite, à partir de ce shadow copy, on va copier les données des machines qui seront figées dans le temps et qui seront donc consistants. Donc, pour la sauvegarde Vim, comme on a dit, donc on a deux modes de sauvegarde. On a le on-host et le off-host. Donc, pour accéder au VHDX, donc des machines au VHD pour la version 2008, donc pour la version on-host, ça va être l'hyperviseur lui-même donc qui héberge les machines virtuelles qui va jouer le rôle de proxy. Ça veut dire que un hyperviseur qui a 10 machines dessus, donc lui, il va jouer le rôle de proxy. Donc que ce soit sur un cluster ou bien que ce soit un Hyper-V en mode standalone.
pour le mode off-host, ça va être un serveur Hyper-V dédié. Donc, c'est un serveur dédié déjà au rôle proxy, mais qui doit avoir le rôle de Hyper-V, donc de la même version du cluster, pour qu'on puisse transporter le shadow copy qui sera créé sur l'hôte et le transporter vers cet hôte-là, pour qu'il puisse aussi copier les données à partir de celui-ci. Donc, observation sur le proxy on-host. La configuration par défaut, donc pour les job beam, ça sera du proxy off on-host. C'est la seule possibilité lorsque le disque VHDX réside sur un stockage local. Donc, comme on l'a dit, en mode standalone. Donc, on est obligé d'utiliser le mode on-host. Donc, le mode off-host, en fait, il survient que lors de l'utilisation de clusters CSV au niveau de Hyper-V. Donc, 2008, 2012, 2016 ou 2019. Là, on va ajouter un autre hôte qui sera aussi connecté au cluster. Qu'on va voir ensemble ensuite les prérequis. Pour la création d'un proxy donc on-host, on va voir ici. Donc, comme on a dit par défaut, le rôle est attribué à l'hôte. Là, on peut voir ce que ça va ajouter. Donc, ça va installer deux services, le service transport et le service Hyper-V Integration pour qu'ils puissent. Donc, Hyper-V Integration, ça va être le service qui va permettre la communication entre donc BIM et le VSS au niveau de l'Hyper-V. Et le service transport va transporter tout simplement les données comprimées, dupliquées vers le repository. Donc après, on voit ici en bas qu'on a une task limit. Donc ça, c'est 4 par défaut. Donc ça, c'est le nombre de disques qui sera protégé en même temps par le proxy. Ça veut dire que c'est les tâches similaires, tâches concurrentes en fait. Donc ça consomme, donc c'est au nombre des CPU et RAM disponibles au niveau de l'hyperviseur, bien évidemment. Donc, pour l'architecture du backup du mode on-host, donc pour l'observation, donc comme on a dit ici, donc on a un serveur Vim, notre Hyper-V, les machines virtuelles dessus. On a l'Hyper-V joue le rôle de proxy on-host, il a le service data mover, qui est de service transport. Donc, comme on a dit, on crée un snapshot du volume et on commence à copier à partir de ce snapshot-là. Donc, ça sera le data service data mover qui est au niveau du Hyper-V qui va récupérer les données à partir de snapshot et les envoyer vers le repository. Donc, rien de plus simple. Pour le mode off-host, donc juste pour faire la correspondance avec les versions de Hyper-V avec le serveur cluster source, donc le hot off-host, donc le proxy off-host pour Hyper-V, c'est quoi ses prérequis? Donc premièrement, il doit avoir la même version OS que le cluster Hyper-V. Donc si c'est 2012 R2, l'Hyper-V host proxy, il doit être en 2012 R2. Il doit avoir le rôle Hyper-V aussi et il doit être connecté au cluster CSV. Donc il doit être cluster connecté pour que, comme on a dit, il puisse transporter ou accéder au snapshot créé par l'hôte qui héberge les machines. Et dernière chose, il doit avoir le provider VSS, donc le fournisseur VSS du matériel qui doit être installé. Ça veut dire que ça ne va pas être le VSS provider de Microsoft, ça doit être le VSS provider du constructeur. Si vous êtes HP, ça doit être du HP. Si vous êtes NetApp, du NetApp et ainsi de suite. Donc pour le fonctionnement, donc ici, comme précédemment dans le slide précédent, donc on a l'architecture. Ici, ce qui change, c'est que on aura cette nouvelle composante qui sera active, donc le proxy de sauvegarde off-host, qui va lui être connecté au volume des stockages donc du cluster. Et c'est pour ça qu'il pourra récupérer les données à partir du snapshot et les envoyer vers le repository. Donc, mode et méthode de sauvegarde Hyper-V. Donc, pour la sauvegarde Hyper-V, très important, il y a 3 méthodes de sauvegarde. Il y a la sauvegarde online, donc en ligne. Il y a la sauvegarde hors ligne et la sauvegarde crash consistent. Donc, la sauvegarde en ligne, c'est la sauvegarde recommandée, surtout pour toute application SQL, Oracle, Active Directory ou Exchange. Donc là, ça va permettre
déjà d'avoir une sauvegarde consistante et puis sans interruption au niveau donc de la production. Donc il n'y aura pas d'interruption, ça va utiliser les VSS Microsoft pour les machines VSS Microsoft, donc Windows. Par exemple pour SQL, Oracle, comme on a dit, Exchange, donc ça va friser les bases de données sans interruption. Après, on a le mode hors ligne. Donc là, ça va utiliser les Quiescent Hyper-V. Donc Hyper-V, pendant la sauvegarde, va faire une pause. Donc ça va interrompre la production pendant pendant une période spécifique, quelques secondes en général, mais la sauvegarde sera consistante. Ça veut dire que il n'y aura pas d'incohérence au niveau des bases de données lors des restaurations. Et le dernier mode, c'est un crash consistent cohérent en cas d'incident. Il n'y a pas d'interaction avec la machine virtuelle, la sauvegarde se passe, il y a pas de consistance applicative. Donc ça peut poser des problèmes pour toute application qui a une base de données, pour pour les postes serveurs de fichiers ou autre application qui n'a pas de base ou qui n'a pas de changement au niveau des applications qui sont très concurrentes, ça peut être OK pour sauvegarder avec le mode crash consistent. Donc, mais en général, ce qu'on recommande, c'est le mode online, bien sûr. Tout peut être restauré instantanément vers Hyper-V. Donc ça, c'est la question qui se pose et Esim a la réponse avec la version 11. Donc avec la version 11, actuellement, il est presque possible, donc avec Vim, de restaurer avec Instant VM Recovery, donc les différents flux, donc faire les différentes infrastructures. Ça veut dire que vous pourrez restaurer de Hyper-V vers VMware, de VMware vers Hyper-V, d'un serveur physique vers Hyper-V et ainsi de suite. On va voir ça ensemble. Donc, premièrement, donc là, comme on peut voir, il est possible de restaurer n'importe quel flux vers Hyper-V en instantané. Donc, cette option-là, c'est ajouté avec la version 11. Donc, avec la version 10, on a ajouté la fonctionnalité qui permettait de restaurer toutes les machines virtuelles vers VMware, donc machines virtuelles ou machines physiques. Et actuellement, on a ajouté la partie Hyper-V. Donc, pour les machines Hyper-V déjà, donc il ne posera pas de problème. On va juste faire un asset recovery vers le même environnement. Si on a une sauvegarde d'une machine VMware, on pourra aussi faire la restauration instantanée vers un environnement Hyper-V. Du coup, faire le V2V et notamment pour les machines physiques, Linux ou Windows, sauvegarder avec l'agent Vim. Donc, Vim Backup et Réplication vous offrira la possibilité de convertir cette machine physique vers une machine virtuelle. Donc, conversion automatique des volumes sous format VHDX et puis donc mise en place de la machine sur l'hyperviseur. Donc là, c'est la grille en fait des compatibilités. Donc on peut voir que donc de VSphere, on peut migrer donc vers Hyper-V, HV, Azure, AWS. Donc ce qui nous importe aujourd'hui, c'est Hyper-V. Donc pour Hyper-V, on peut restaurer une machine Hyper-V sur VMware, sur Hyper-V, sur HV, sur Azure et sur AWS. Donc sans oublier le cloud public. L'un des points forts de Vim Backup et Réplication, c'est la mobilité, Cloud Mobility, qui va nous offrir la possibilité de migrer nos flux du cloud vers le on-premise avec les différents produits, donc Vim Backup et Réplication, Vim Agent et Vim Backup pour Azure et Vim Backup pour AWS qui permettent de faire des sauvegardes natives donc sur le cloud public. Conseils et liens utiles pour finir avec notre webinaire. Donc, comme d'habitude, guide des meilleures pratiques, Vim, best practice. Donc ça peut être très utile pour optimiser votre infrastructure déjà mise en place. Le guide d'utilisateur Vim pour Hyper-V, bien sûr. Donc la base. Le dimensionnement, on a des tools ici. Donc, si vous aurez la présentation, vous aurez les liens directement sur celle-ci. Outils Vim d'estimation de taille, tout ça. Donc,
trouverez différents outils donc pour le sizing de votre infrastructure, pour le backup ou pour la réplication. Et puis, vous avez la possibilité de télécharger les produits Vim, notamment les agents, gratuitement sur le portail avec des licences de test valides pendant 30 jours, pardon, en général. Donc, pour finir avec notre webinaire, on va parler de la V11 qui vient de sortir cette semaine. La V11, qu'est-ce qu'elle apporte brièvement? Donc, première chose qu'on a abordé ensemble, c'est donc le immutability, donc la possibilité d'avoir un repository local Linux immuable qui va protéger nos sauvegardes des modifications et des suppressions. Ah, c'est la première fonctionnalité puisqu'on en a parlé. Aussi Hyper-V, donc pour résumer, Hyper-V, donc la possibilité de restaurer les machines Hyper-V vers tous les flux ou restaurer tous les flux en instantané vers Hyper-V. Et puis, le plus attendu, c'est le protection, donc Continuous Data Protection ou CDP. C'est la réplication quasi synchrone pour VMware qui va réduire le RPO à quasiment 2 secondes. Donc, ça va être une réplication pour VMware seulement, pour le moment, qui va utiliser le protocole VAIO de VMware. Protection anti-ransomware, comme on a dit, avec le repository Linux immuable, support des archives, en fait, des tirs au niveau des clouds publics, des supports Glacier et Azure Archive, donc pour réduire les coûts d'archivage au niveau du cloud public, restauration instantanée et comme on l'a dit, et puis backup as a service et disaster recovery as a service avec Vim. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention. Donc, je vous dis à la prochaine session, au prochain webinaire. Excellente journée. Merci à tous.